Camille Studlik, bonjour, vous êtes vice-président au sein de Corporate Finance, pardon, évidemment, au sein de Renault. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez eu la sympathie, la gentillesse de venir partager un petit peu votre retour d'expérience, parce que Renault, on vous a un petit peu vu ces derniers temps, donc merci infiniment. On revient dans un instant sur le sujet qui nous occupe. Cédric Zana, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes MD au sein d'Alvarez et Marsal et vous accompagnez quotidiennement les boîtes côté TS sur les grosses opérations de croissance externe, de cession et de carve-out, puisque du coup, effectivement, c'est le sujet qui vous a occupé sur scène. Alors, carve-out, je pense qu'il faut évidemment qu'on parle de vous, Camille, parce que vous avez opéré vous avez fait une très très belle opération, très visible, importante pour le groupe. Ça, faut qu'on en parle. Comment vous, en tant que chef de projet, en tant qu'acteur, acteur principal de ce rôle, vous l'avez vécu? Éventuellement, 2-3 best practices que vous avez identifiées dans le sujet ou des choses à ne pas faire. Et puis on prendra ensuite avec Cédric le temps de revenir sur les grandes tendances de ce marché du carve-out. Rapidement, pour ceux qui nous regardent, le carve-out, je prends une activité qui aujourd'hui n'a pas d'existence propre, qui n'a pas de fonction support, qui n'a peut-être même pas de comptabilité au-delà d'un CRM. Je décide de la sortir. Et donc c'est un spin-off, mais le spin-off en général c'est plus simple parce que il y a déjà un dirigeant, il y a déjà une compta, il y a déjà tout ça. Alors que là, va falloir vraiment insuffler la vie dans un truc qui aujourd'hui est une fonction parfois même support. Si je me trompe pas, vous me corrigez. Alors carve-out, Camille. En fait, la spécificité d'un carve-out, à l'inverse d'un carve-in qu'on fait juste pour séparer une activité, c'est que finalement, cette séparation, on le fait dans un but d'une transaction. Et donc, une des complexités principales, c'est finalement à la fois on est en train de créer quelque chose, une maison qui n'existe pas, et vous êtes en train de la vendre. Et donc, comme tous ceux qui ont acheté sur plan savent, c'est pas toujours facile. Dans notre cas, en fait, on a fait plusieurs carve-outs ces derniers temps. Tu peux revenir sur les 2-3 ? Ouais, voilà. Donc, on a cédé une partie de notre écurie Formule 1 Alpine, qui était un deal sympa pour faire. Donc là, la complexité de carve-out, elle était un peu moindre parce qu'on avait déjà une entité relativement bien identifiée. Donc là, il fallait juste gérer certaines interactions avec le groupe. Par contre, ce qui était beaucoup plus compliqué, c'est le carve-out qu'on appelle la société Horse, qui était la séparation de environ 10 000 personnes du groupe dans une dizaine de pays, de toutes nos activités des moteurs thermiques, pour ensuite les combiner avec Geely Volvo et avec plus ou moins la même taille de leur côté, parce qu'on est sur une JV 50-50, aussi environ 10 000 personnes de leur côté, 15 milliards. Bon, on parle d'une opération tellement compliquée avec 200-300 personnes que bien sûr, en tant que responsable M&A, j'étais pas en train de gérer le carve-out. On avait un chef de projet dédié qui s'occupait avec les équipes, parce qu'on avait besoin aussi au sein des équipes négocier le deal avec notre contrepartie. Et on est en train de travailler en ce moment sur 2-3 autres deals dans l'autre domaine du groupe. Finalement, en termes de complexité, moi je dirais que dans un gros groupe comme le nôtre, il s'agit de mobilisation des équipes, puisque à nouveau le sujet de carve-out ne mobilise pas forcément les foules, parce qu'il s'agit d'une activité partante et donc il est plus difficile de mobiliser les gens. Confidentiel jusqu'au dernier moment, enfin en fonction des infos, mémos et de tout ce qu'on doit communiquer derrière aux organes de représentation du personnel. Mais on commence à quoi? On est 2-3 dans la salle au début, dans le bureau? Au début, on est que très peu dans le bureau du chef, en train de mener l'étude stratégique. Par définition, c'est le moment où on ne veut pas que l'information fuite, parce que on ne peut pas donner énormément de réponses à toutes les questions légitimes des équipes. Est-ce que ça va se faire ou non? Avec qui? Comment? Quelles vont être les règles? Qui va partir? Qui va rester? Donc il y a vraiment cette dimension humaine qui est autour de tout le projet. Après, sur les aspects plus techniques, finalement, il y a, qu'on a dit, tu as évoqué, dans la création, il y a la création des états financiers qui peuvent être des fois très compliqués si l'activité elle est vraiment pas existante. Dans notre cas, il s'agissait de créer des états financiers pour une activité qui existait, qui découpait les usines en deux, etc. Donc ça, c'était un travail assez titanesque des équipes, et qui en plus, il faut poursuivre pendant tout le temps que le deal continue.
Dans notre cas, notamment, après, une fois qu'on a signé, bah, il faut quand même arriver au closing. Et entre signing et closing, nous avions 10 mois. C'est long, dis-moi, hein, sur une 10 mois, c'est lent, parce que et où il faut maintenir les équipes. Mais il y avait aussi, par faut avoir un exemple. asset à vendre à la fin. Ouais, c'est ça. Il y a plus long, hein, parfois. Il y a plus long. Il y a plus long, hein. Ouais, avec les concentrations notamment et les investissements étrangers, ça peut. C'est ça. C'est ce que les thèmes de antitrust et d'investissement étranger qui ont plutôt les calendriers se rallongent, maintenir l'équipe. Et par exemple, l'exercice tout simple qu'on a fait sur les financiers, faire une fois pour les équipes, c'est bien, mais qu'on leur dit de refaire tous les 3 mois, bah, et à la fin, ils le trouvent de moins en moins marrant quand même. Alors Cédric, sur le sujet qu'évoquait à l'instant Camille, vous, chez Alvarez, vous êtes bien connu quand même pour avoir un ADN très operations en plus du chiffre. Comment tu arrives justement à préserver l'asset entre le moment où on prend une décision avec un DG, un PDG, un CEO et le moment où on donne les clés? Parce qu'il y a du temps, il y a de l'émotion. Absolument. Je pense qu'il n'y a pas plus complexe qu'un carve-out. Hein. Tu as des différents niveaux de complexité au sein d'un carve-out. Hein. Il y a des carve-out où je dirais la séparation se fait de manière assez simple. Hein. On a des carve-out, par exemple, sur un périmètre qui s'appuie sur des fonctions centrales de back-office classiques, mais qui a sa propre vie. Le découpage se fait en quelques mois et de manière assez simple. Mais les carve-out dont on veut parler aujourd'hui, c'est les carve-out les plus complexes. Où, typiquement, Camille, hein, tu as parlé d'un exemple de carve-out où il y a des usines partagées, où il faut recréer un environnement complet, juridique, fiscal, opérationnel, financier. Il y a une cloison au milieu de l'usine. Tout à fait. Voilà, tu recrées un environnement. Et donc là, je dirais, comment on préserve l'asset? C'est beaucoup de préparation, énormément de préparation. Il faut se placer dans un temps long. Donc la plupart des carve-out que j'ai vus réussis se sont préparés 1 an, voire 1 an et demi en amont. Parce que comme l'a dit encore une fois Camille, au début, on a une équipe resserrée pour réfléchir sur les aspects stratégiques, mais même ça peut prendre plusieurs mois avant de savoir exactement ce qu'on veut céder. Puis après, il faut quand même rentrer dans le détail. Il faut comprendre ce que chacun fait, où est-ce qu'on découpe. Y aller à la serpe, c'est pas ce que je recommande. Donc ça demande un travail de fourmi d'analyse à tous les niveaux de l'entreprise, parce que tous les niveaux de l'entreprise sont touchés en vérité. Et donc, je dirais préparation, communication, savoir s'entourer des bonnes personnes en externe, en interne évidemment, c'est surtout ça. Identifier les leaders qui auront une légitimité vis-à-vis de ceux qui restent et ceux qui partent surtout. Et je dirais flexibilité. Flexibilité, être prêt à pivoter. Donc il faut avoir une feuille de route, s'y préparer, mais il faut en même temps avoir un cadre flexible parce que parfois le bidder veut tel ou tel, je dirais, sous-périmètre et pas l'autre. Donc il faut le cadre et la flexibilité en plus. Alors donc on parle déjà à la base de M&A. Milieu exigeant, et là on vient de dire flexibilité, communication, anticipation. Bon, anticipation, on l'a beaucoup entendu aujourd'hui, mais là on voit bien la notion, encore une fois, de communication et de leadership. Tu viens de parler du bidder. Alors toi, dans ton cas, c'est un partenaire, parce que c'est une joint venture. C'est peut-être pas forcément plus simple dans la durée, mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on doit arriver à convaincre et après avec qui on va vivre. Et le bidder, derrière d'acheter sur plan, hein, ce que disait Camille à l'instant, il faut le trouver en parallèle en même temps, donc ça te laisse du temps si tu anticipes pour vraiment identifier les bonnes cibles. Mais c'est prendre 2-3 tours d'EBITDA sur un EBITDA que tu viens de créer sur des états financiers qui n'existaient pas. C'est autrement plus compliqué que de dire on fait 12 fois sur un truc qui est primaire ou une boîte qui existait. C'est toi qui les as fait les états financiers. Donc le multiple, c'est presque secondaire par rapport à la situation de base. Je pense que ce qui est important, c'est différencier les cas entre ce que je dirais sale and forget, c'est-à-dire dans une entreprise type holding qui a une activité qui n'a rien à voir avec le reste du groupe, se séparer d'une branche. Bah, finalement, il y a la transaction, mais globalement, on va essayer de privilégier, maximiser le prix et peut-être aussi préserver bien sûr un certain nombre des équipes sociaux, etc. pour les équipes parce qu'on veut qu'ils soient détenus toujours, bien sûr, par quelqu'un qui va bien traiter. Mais dans le cas, comme c'était pour nous, où cette création, ce carve-out, finalement, devenait fournisseur de Renault pour les 30 ans à venir, beaucoup d'enjeux économiques se font non seulement dans l'aspect prix, mais finalement dans le mode de future relation commerciale entre ce qu'on a carve-outé et la société mère. Comment s'appelle déjà
le doc sur un carve-out, le TSA. Transition Service Agreement. Donc ça, c'est le truc qui justement vient t'aider à identifier dans une période qui est variable, on va dire de 1 à 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. C'est pas plus, ça peut être pas... moins, ça peut être moins. Ouais. Plus, ça peut arriver dans des cas spécifiques. Ouais, mais tu es dans la bonne fourchette. Mais Voilà. justement, sur les TSA, bah, ça c'est là où tu fais presque dans chaque carve-out, bah, il y a quelque chose qui manque dans le périmètre CD et donc les services rendus par le siège doivent être là. Et après, comme je disais, dans d'autres cas, bah, c'est beaucoup plus lent parce que là, on n'est plus dans en fait un traditional service agreement, mais on est justement dans une relation commerciale finalement entre l'entité créée et donc ton TSA, c'est un faisceau d'indices qui te permet de comprendre à quelle sauce tu vas être mangé pour la suite. Le TSA est là pour, je dirais, mitiguer, enfin, se substituer à une personne que tu ne pourrais pas transférer. Tu as une personne, par exemple, à la compta ou à la fonction financière, il y a une personne, tu ne peux pas la céder, tu ne peux pas la découper. Donc, c'est un contrat. Donc, il faut faire un contrat pour continuer à fournir le service. C'est pas le bon mot, mais mettre presque sous perfusion le périmètre que tu cèdes de manière à ce qu'opérationnellement, il n'y ait pas de disruption. Demain, tu auras une entité opérationnelle qui va fonctionner pour te permettre à toi, bidder ou acquéreur, de trouver la bonne personne qui viendra prendre le relais. C'est surtout ça, c'est permettre la transition. Parfois, ça joue peut-être aussi un rôle de contrepartie dans le deal. Tous les éléments sont mis sur la table. Et effectivement, plus il y a de TSA, plus aussi tu arranges un deal, finalement. Ça a un rôle de facilitateur et ça rassure. C'est vrai que... On se souvient de IBM qui sort Kyndryl avec des milliers de gens et qui, par contre, effectivement, garde Kyndryl comme pour 5 ans, 6 ans, avec un contrat socle qui vient justifier l'existence d'une boîte, quoi. C'est un exemple, hein, je sais pas du tout pour sortir des choses confidentielles, mais ça vient. Donc c'est quelque chose qui peut une aspérité positive pour un acquéreur. Et il y en a toujours. Il y a très peu de carve-out qui se font sentir, c'est quasiment systématique. J'en ai jamais vu. Alors le truc absolument à faire et le truc à ne pas faire, vous choisissez dans le cadre d'un carve-out, au-delà de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, parce que vous avez déjà donné beaucoup de conseils, mais le truc à faire et le truc à ne pas faire. Tu prends quoi, à faire ou à pas faire? À pas faire. À pas faire. Sous-estimer le temps nécessaire pour faire la cartographie justement des dépendances, des liens, tout ce qu'on va finalement dénouer. Ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on veut bien se dire. Et moi j'ai remarqué qu'il y a toujours des dérapages entre ce qu'on nous demande et les timelines anticipées et le temps nécessaire pour nous, conseils, mais aussi pour les équipes qui sont sur le terrain, qui ont leur quotidien à gérer. Et par-dessus ça, on leur demande de traiter ces projets exceptionnels. Ça demande beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'anxiété autour de ça. Donc, il faut prendre son temps. C'est du temps bien investi. Plus on se prépare, si on a un regard seulement financier dans cette opération-là, plus on se prépare, mieux on vendra. Donc, vous l'avez compris, ne pas sous-estimer le temps qu'il faudra pour mener à bien l'opération. Et le truc à faire? Le truc à faire, je pense que c'est vraiment bien choisir les leaders parce que finalement, ils ont énormément de fonctions. C'est un carve-out, un leader de carve-out, finalement, ils ont à la fois quelque part une start-up parce que c'est une organisation qui n'existait pas. Donc, comme dans toute une start-up, ils doivent eux-mêmes créer son équipe, mettre en place des nouveaux processus, élaborer une stratégie, plein de choses comme ça. En même temps, ils héritent aussi énormément déjà de choses qu'il faut améliorer, des trucs, etc. En plus, ils sont vendeurs parce que c'est eux qui doivent vendre une vision à ses employés, mais aussi une vision et des perspectives alléchantes aux acheteurs. Donc, ils ont un rôle énorme sur la valorisation. Ils ont un rôle énorme pour on va dire, les équipes, parce qu'à nouveau, l'aspect humain est très important à appréhender. Finalement, il faut se mettre dans la peau des gens à qui qui étaient peut-être dans une activité un petit peu pas tout à fait bien aimée au sein du groupe, qu'on a sous-investi et que finalement, il y a 1 an, on vient d'annoncer que ils n'allaient pas faire plus partie du groupe et qu'ils doivent partir. Donc il est très facile, je pense, avec un management pas approprié, qu'il y a un sentiment, on va dire, bêtement, qu'on est les mauvais, il faut partir. Or, un management qui prend cette opportunité peut-être de recréer justement quelque chose de nouveau,
peut positionner, peut redonner une raison d'être aux équipes. Préserver l'asset et raconter une histoire beaucoup plus lisible. Voilà, mais au-delà, je pense qu'il y a un aspect communication, tu as raison, il s'agit de raconter une histoire, mais il y a une vraie possibilité de création de valeur en justement utilisant ces aspects qui étaient sous-investis, sous-développés, les gens qui ont été sous-employés, parce qu'en leur donnant de nouvelles perspectives, finalement, les gens se lâchent et inventent le futur. Si l'histoire, c'est de lever des freins, ça peut que emmener les gens et sincèrement. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu partager Merci Mathieu. Merci Mathieu. vos retours d'expérience sur le sujet du carve-out. Je vous retrouve dans un instant pour la suite des interviews sur M&A Stories. Vous êtes sur For Change.